questions sont à vous. Voilà, en prie. Ça marche pas, ma voix porte bien. Il faudra venir. On n'a plus besoin de ça. Bonjour madame, Azoul Aslama, bienvenue au nouveau, parce que je vois bien qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui arrivent dans le café littéraire de Ouqas. Et par un heureux hasard, madame, je suis aussi auteur de l'Odyssée d'un migrant qui sort en France chez Eddy Libre dans quelques jours. Ça prouve que, cette petite coïncidence, ça prouve que le thème est très important. Ça prouve aussi que nous le portons à cœur parce que c'est flagrant ce qui se passe. Il n'y a que les gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe. Ma question viendra après. Je voulais juste vous dire que au jour d'aujourd'hui, l'image qu'on peut avoir, la démonstration que l'impérialisme américain occidental est en train encore, comme le disait le général Chiap, le colonisateur n'a pas appris sa leçon. On est en train de refaire le même scénario au Venezuela. Et gare aux autres, parce qu'ils sont cités, les présidents et les régimes qui essaient d'imposer une certaine dictature prolétarienne. Je ne suis pas trop d'accord aujourd'hui, au XXIe siècle, certes, mais l'impérialisme utilise les mêmes méthodes, et l'Occident en entier, qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême, de tous les extrêmes, suit. C'est ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne le Venezuela. Et même si je ne suis pas d'accord avec Maduro, qui est en train d'affamer son peuple, mais toutefois, ce n'est pas parce qu'il affame son peuple que... Oui, je sais, oui, bien sûr. Oui, mais il aurait pu mettre un peu plus d'intelligence, de souplesse. Il peut le dire, etc. Il n'est pas indispensable. Il peut s'entourer de gens meilleurs. Nous avons une image exemplaire dans ce pays, sans complaire à personne, avec personne. Faut le dire, madame. Est-ce que vous avez les statistiques en ce qui concerne l'Algérie? Il faudrait savoir que, au jour d'aujourd'hui, bien des têtes pensantes croient que nous sommes mieux lotis que ces Africains qu'on voit. J'en connais, moi, des histoires. J'ai travaillé 2 ans à l'aéroport de Tamanrasset, 93-95. Je connais beaucoup de ces histoires. Que l'éveil des consciences, comme vous êtes en train de le faire, madame, je vous rends hommage pour cela. Parce qu'il faut qu'il y ait un éveil. Il faut que les gens, c'est pas uniquement ils écoutent, ils achètent un livre. C'est pas uniquement qu'ils lisent le livre, qu'ils comprennent le livre. Mais il faudrait aussi que quelque part, ils participent au changement dans les sociétés, aussi petites soient-ils. Moi, personnellement, je me félicite d'être dans une société, je précise le lieu d'être ici à Cap-Ocas, au milieu des gens qui réfléchissent, qui se réunissent, qui discutent, qui contribuent à la culture, à la littérature, à la philosophie, à la poésie, au lieu de chercher un confort au milieu des chacals qui sont en train de manger tout ce qui sort du sous-sol. Et c'est tout ce qu'on a, on n'a pas autre chose. Il n'y a que ce qui sort du sous-sol. Alors madame, avez-vous des statistiques sur ce que les Algériens, on ne parle pas des Africains, les Africains c'est ça, c'est une fatalité qu'on aurait voulu que ce soit, comme vous disiez tout à l'heure, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais là, nous sommes atteints de plein fouet, à partir d'Annaba, à partir de Mostaganem, à partir des 1500 ou les 1200 km de côte, partent des barques qui emmènent les gens avec l'espoir qu'un jour, ils vont revenir avec des euros et qu'on puisse les vendre
210 fois ici. Mais c'est ça, madame, c'est ça le marteau qui est sur la tête de tout un peuple. C'est de vouloir aller contribuer ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous citer des noms. Je n'ai pas besoin de dire qu'il y a des zizi, il y a des gens qui contribuent au développement des cultures des autres. Il y a plein de gens. Alors, avez-vous des statistiques? C'est la petite question, bon, je l'arrête. Merci madame, bienvenue. C'est bien. Merci. Je m'applaudis. Alors, vous avez empêché Abouzik de parler. À votre tour de parler maintenant. On n'a pas empêché de parler. C'est ce qu'il prétend. Il a posé une question, madame. Ah oui, vous répondre d'abord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais à Tamnas. Et j'ai cru naïvement que ce problème ne touchait que les subsahariens. Donc c'est par la suite, lorsque je suis remontée à Alger, que j'ai commencé à entendre parler des haragas et à voir l'ampleur de ce problème. Malheureusement, je ne me suis intéressée qu'à ce problème-là et je n'ai pas du tout de statistiques sur les haragas. Merci à vous. Ok, merci. Donc, j'aimerais reprendre un petit peu le discours de Nicolas Sarkozy en 2007, le fameux discours de Dakar. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Bien sûr. Oui. Ça, Oui, justement. Et dans le discours qui a été écrit à Nicolas Sarkozy par Henri Guénaud, il dit que le malheur des Africains et la complicité des Africains par eux-mêmes. Justement, c'est ça ma question pour vous. Comment vous évaluez la complicité des Africains dans leur propre malheur? Ça, c'est pour ma première question. Ma deuxième question, dans votre intervention, vous avez parlé de pouvoir, par exemple chez nous, ici, pouvoir donner un travail à tous ces migrants. Mais, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas, par cette solution, faire un appel d'air pour tous les autres? Pardon, répétez votre deuxième question. Donc, dans une des solutions que vous préconisez, par exemple, vous dites, est-ce qu'il n'est pas intéressant pour tous ces migrants qui viennent d'ailleurs de pouvoir les permaniser ici, de pouvoir leur donner un travail, un contrat de travail, et qu'ils puissent vivre dignement? Est-ce que vous ne pensez pas que par cette solution, vous créez un appel d'air pour les autres qui sont derrière la frontière? C'est-à-dire que si, c'est ça le drame, c'est trouver un équilibre dans tout ça. Et ma troisième question, c'est, je sais pas, je crois il y a un mois à peu près, à Alger, il y a eu le forum de l'immigration. Il y a eu des recommandations sur ce forum, c'est un forum étatique, fait par des ministres, etc. Et justement, par rapport aux recommandations, je ne sais pas si vous avez lu les recommandations sur ce forum, et qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations qui sont bien sûr des ministres de l'Intérieur? Merci. Merci pour vos questions. Bon, j'espère que je vais m'en rappeler. Je vais commencer par cette... quand j'ai dit régulariser la situation de ces migrants-là. Vous savez, ces migrants ne sont pas intéressés pour rester en Algérie. C'est-à-dire ce serait une aubaine pour nous s'ils restaient, mais ils ne resteraient pas. C'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est de se faire un petit pécule pour pouvoir partir en Europe. Leur objectif, c'est l'Europe. Je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais très peu, quelques-uns commencent à comprendre qu'il est vain maintenant d'essayer de partir en Europe et tout. Donc ils se stabilisent à Tamnas, parce que c'est à côté de... Donc ils arrivent à rentrer chez eux, surtout les Nigériens, donc quand par la saison des pluies, donc aller travailler dans les terres et revenir au travail. Donc déjà, le problème ne va pas se poser, je pense, de lui-même. Cela dit, je ne suis pas économiste, c'est-à-dire j'ai essayé de me dire au moins pour qu'il puisse vivre dignement. Au moins, voilà. Pour la première question, oui, pour le discours de Sarkozy et pour la complicité des Africains.
comme on le dit toujours, ce n'est pas, c'est-à-dire s'il faut en vouloir, ce n'est pas à l'ennemi, mais aux traites. Dans chaque pays, dans chaque société, malheureusement, on a toujours des gens qui vont à contre-courant ou qui vont travailler pour... mais la France a utilisé ça. C'est ça, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ce discours. S'il n'y avait pas eu la France pour les utiliser, si la France n'avait pas poussé l'ami intime et le bras droit de Sankara à le tuer, il ne l'aurait pas fait. Si elle ne lui avait pas promis Mont et merveille, si elle ne lui avait pas dit tu seras président après, il ne le... Donc voilà, c'est eux qui créent ces complicités. Donc ils créent ces complicités et après ils nous disent votre malheur vient de ces complicités-là. Pour le forum, sincèrement, bon, j'ai lu à l'époque, mais j'ai complètement oublié leur... C'est-à-dire, comme je n'attache pas de crédit, pour vous dire la vérité, à tout ce qu'ils disent, d'emblée, je suis méfiante vis-à-vis de leur... Alors, je ne vais pas très loin dans leur... Donc, désolé pour la troisième question. Bonjour madame, bonjour tout le monde. J'ai jeté un peu un coup d'œil à votre écriture, votre manière d'écrire, et je suis plutôt content. J'aime bien d'ailleurs, ça se voit un peu que vous êtes mathématicien de formation. Je suis un peu matheux moi aussi, donc je me dis... Voilà, donc il y a un raisonnement, il y a une fluidité dans le déroulement des idées. On n'a pas besoin de s'accrocher pour continuer. J'aime bien la langue qui est utilisée dans le livre aussi, c'est pas la peine de consulter son dictionnaire parce qu'il y a des gens, surtout, ça fait partie un peu du néocolonialisme, d'utiliser des mots très compliqués lorsqu'on utilise la langue de l'autre. C'est comme ça, on a envie de montrer aux Français qu'on maîtrise la langue mieux qu'un peu Assia Djoubal, un peu ces gens-là. Et puis après, mais c'est vrai, après on ne sait pas trop ce qu'elle a envie de dire. Je sais pas, là pour moi c'est très net, c'est très clair et c'est très bien. Je pense aussi que le livre est bien édité et je vous rends hommage un peu par rapport à ça parce que les éditeurs algériens ils ne corrigent pas en fait. Quand on leur donne un texte, ils ne corrigent pas. Hein. Ils font presque directement, ils donnent l'impression. Et lorsqu'un texte est bien écrit, ça veut dire que l'auteur il a fait l'effort, il s'est donné la peine de corriger lui-même, peut-être de faire lire à des amis autour de la personne, de l'auteur, pour que le texte soit propre lorsqu'il est entre les mains d'un lecteur. Mais sinon, ma question, vous avez dit que, d'abord, quand vous avez parlé des présidents africains qui ont été assassinés avec la bénédiction, entre guillemets, de l'Occident, on peut ajouter Boudiaf en Algérie. Oui, si la France n'avait pas donné le hockey à ces gens-là pour l'assassiner, il ne l'aurait pas assassiné. Hein. Donc la France était entièrement d'accord parce qu'il a commencé à emmerder Madame la France pour les premiers 6 mois qu'il a eu à gérer ce pays. Et ben, il a dit, nos malheurs ils viennent un peu de vous, donc il faut venir et il faut qu'on discute les choses et tout. D'ailleurs, il y en a même qui disent que Boumediene a aussi été assassiné par un peu le monde occidental, parce que après tout, Boumediene, c'est vrai que même s'il ne nous a pas fait que du bien dans ce pays, à l'échelle internationale et tout ça, il était un peu... Enfin, je ne sais pas, c'était un peu la mode à l'époque, avec l'Union soviétique et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Venezuela, le peuple vénézuélien a voté. Ils ont un président qui est démocratiquement élu, et tout l'Occident est contre eux. Donc, est-ce que ça ne nous désespère pas, nous, aujourd'hui, de la démocratie? Si demain, on se met à voter pour un vrai patriote dans ce pays, ils ne vont pas nous laisser en paix. Mais ma question, c'est, vous avez dit que lors d'événements comme ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, Facebook et les réseaux sociaux s'enflamment et tout le monde s'indigne, et puis ça nous permet d'acheter à moindre prix, à un prix très bas, notre bonne conscience. Est-ce que c'est pas la même chose pour vous aussi en écrivant ce livre? Parce que le problème est politique, et qu'est-ce que vous ferez après? Merci. Oui, c'est une bonne question. Vous savez, j'ai une amie qui a lu ce livre, une audition africaine,
Et elle était en voyage, c'est-à-dire elle avait commencé au départ, c'est-à-dire durant le voyage, lorsqu'elle partait, et elle avait terminé au retour. Et après, elle m'a appelé, elle m'a dit merci de m'avoir gâché mon séjour. Et pour moi, c'était un compliment. Il y a beaucoup de gens, sincèrement, j'ai eu peut-être une dizaine, bon, peut-être un peu moins, n'exagérons pas, 8 personnes, je crois, qui, après avoir lu ce livre, m'ont dit exactement cette phrase. Ça nous a permis de changer de regard. On regardait ces gens-là sans les voir. On était dans l'indifférence. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que je ne vais rien changer, mais si j'arrive à, ne serait-ce qu'une personne puisse voir ces gens-là autrement, pour moi c'est déjà beaucoup. Peut-être que si, peut-être que ça va toucher quelqu'un qui a un pouvoir de décision, peut-être que, je ne sais pas, mais est-ce qu'il faut se taire pour autant? Donc alors parlons. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. En tant qu'Algérienne, qu'est-ce que je peux faire? Ça, j'ai mal. Vous savez, il y avait une phrase qui revenait sur les réseaux sociaux dernièrement. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte, ce terme-là. Et moi, j'ai la rage et j'ai aussi la honte. Je parle ici, il y a un texte dans une Odyssée africaine où ce n'est pas... c'est le migrant qui a honte. Il a honte pour nous, parce que nous sommes féroces, parce que nous sommes inhumains, parce que nous frappons pour faire mal, parce que nous... Voilà, il a honte pour ce que nous sommes. C'est nous, c'est lui, l'humain, et nous le sommes. Voilà. Donc j'écris parce que je me dis, il ne faut pas qu'on se taise. On s'est trop tu. Moi, je me rappelle quand j'étais enseignante et qu'il y a au début des années du FIS, lorsque les gens du FIS, moi j'étais au sud et ils étaient vraiment présents. Pour vous dire, j'étais la seule enseignante à ne pas mettre le hijab pendant des années. Et donc, je me disais, moi, ça ne me regarde pas, je fais mon cours et le reste je n'ai pas rentré dans leur polémique. Mais après, je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que je me suis dit, j'étais estimée par mes élèves, j'aurais peut-être pu en sauver quelques-uns. Peut-être 1 ou 2 ou 3, ou je ne sais pas. Mais je me suis tue. Donc le silence, d'ailleurs je le dis ici, si le silence est quelquefois d'or, souvent il est trahison, il est complicité, il est coupable. Voilà. Donc le silence n'est pas toujours d'or. Donc je vaut mieux qu'on parle, je pense. Et bon, si on n'arrive pas à changer les choses, au moins vis-à-vis de nos enfants, ils diront, bon, ils ont essayé. Bien. Vous avez dit nous sommes des racistes envers les Noirs. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a vu quand même, c'est pas exact, hein. Il y a des gens qui ne sont pas racistes envers les Noirs, et je voudrais rappeler que le racisme envers les Noirs, d'abord, c'est mondial, hein. C'est aux États-Unis d'abord, même si, soi-disant, ils ont aboli l'esclavage, etc., en Europe, ça existe encore toujours. On voit le nombre de citoyens noirs qui sont abattus par la police pour les moindres, etc. Donc le racisme existe. Vous avez parlé de l'école, oui. Si par exemple on enseignait François Fanon, qui lui-même était noir, à l'école, et qu'on enseignait sa contribution très très importante au FNL, on ne serait peut-être pas arrivé aujourd'hui là. Mais pour l'école, on ne doit pas oublier que l'école aussi est un instrument, un produit de l'État, un instrument idéologique de l'État. Ça veut dire que le problème est dans les systèmes politiques, est un produit politique aujourd'hui. Et le racisme, il est créé justement par l'école, par les médias, etc., pour le contrôler. C'est l'un des moyens du système capitaliste, de l'impérialisme, pour nous diviser, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que, pour nous, par exemple, si vous dites qu'on ne fait rien, est-ce que, vu le nombre, justement, le phénomène de Haraga, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la société algérienne, dans le marasme social et l'impasse dont on vit, est-ce qu'il n'est pas comparable à ceux des migrants qui vivent ici? Ça veut dire que le citoyen aujourd'hui algérien ne peut pas aider, lui-même a besoin de l'aide.
est-ce que moi est-ce que vous ne pensez pas que le problème est à 100% politique au niveau du système politique? Merci. Je vais vous répondre, je vais citer que vous connaissez sûrement, une phrase que j'aime beaucoup de Saïd Saadi qui dit la faillite de l'école algérienne n'est pas une erreur, n'est ni une erreur, ni un accident, ni une impréparation, c'est un choix. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas fortuit. Si on enseigne le racisme dans nos écoles, si on enseigne la haine de l'autre dans nos écoles, c'est voulu. Ça, je sais que c'est politique. Mais est-ce que pour autant on ne peut rien faire, nous en tant qu'Algériens? Voilà. Et puis quand vous dites que le racisme, les Algériens ne sont pas racistes, quand je dis les Algériens sont racistes, mathématiquement parlant, ça ne veut pas dire que l'ensemble, si on est 42, ça veut dire que 42 millions sont racistes. Ça veut dire que dans notre majorité, nous sommes racistes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'Algériens qui ne le sont pas. Mais nous parlons de la majorité, nous parlons de ce qui se passe dans la rue. La rue est raciste. L'école est raciste. Voilà. La religion est raciste. La religion est raciste. Notre religion est raciste. Oui. Oui. Donc, le racisme est un instrument de division et de domination. Malheureusement, ça a commencé bien longtemps. Les religions ont fait qu'enfoncer le clou, en commençant par l'histoire d'Abel et Caïn. La jalousie, c'est la jalousie qui mène au racisme. Le racisme est une justification de la jalousie. Aujourd'hui, dans l'islam par exemple, tout à l'heure, vous avez dit xénophobie. On dit xénophobe, pas raciste. Pourquoi? Parce que dans l'islam, voilà, j'arrive à ça. Donc, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن خيركم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. Donc, il ne peut pas prétendre être musulman et raciste anti-noir. Sans oublier que l'islam n'a pas aboli l'esclavagisme. Donc, on est xénophobe, pas raciste. L'islam interdit, entre guillemets, le racisme. Mais c'est quoi la xénophobie? La xénophobie, je dis, ça revient déjà à Abel. Toi, tu viens me prendre quelque chose. Pas forcément matériel, mais tu viens aussi m'influencer dans mes comportements. Si tu m'influences dans mes comportements, tu vas influencer mon objet sexuel, la femme, tu vas créer la rébellion, tu vas créer tout. Mais, sur ça, sur ces vieux instincts, s'est greffé le capitalisme. Comment empêcher que les gens se syndicalisent rapidement? Si on les divisons. Comment empêcher que les gens ne se révoltent pas? Se résigner. Il faut créer le sentiment de résignation. D'où vient-il ce sentiment de résignation? C'est en alimentant le sentiment de différence. Toi, tu es inférieur et lui, il est supérieur. La chose à laquelle je devrais donc, souvent, à laquelle
disons, la question que je pose souvent aux gens qui se cachent derrière les religions, je ne dis pas une ou telle, mais les religions, où est le bonheur que vos prophètes nous ont promis? Et quand est-ce que ça va arriver? Il faut d'abord mourir. Hein? Voilà. Donc, le problème, ces religions, pour moi, ça reste rien, pas plus que de l'opium des peuples. Que de l'opium des peuples. La preuve, je dis, les potentats, que ce soit potentats juifs d'avant Jésus-Christ, que durant Jésus-Christ, même avec sa scène à débarrasser le temple, etc., que nos Muawiya, Abbasid, Mouahidine, etc., et jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir politique a toujours instrumentalisé la religion. La religion, c'est le meilleur moyen de créer le doute et la résignation dans le bas peuple. Maintenant, les chrétiens te disent, celui-là il est musulman. Et nous autres musulmans, à chaque fois qu'on nous parle, que ce soit à propos d'Israël ou de tout, les chrétiens, les juifs, etc. Mais nous sommes aveugles. Est-ce que tous les chrétiens sont malheureux? Est-ce que les Vénézuéliens sont chrétiens? Pardon? Ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils sont musulmans? La question. Pour que l'impérialisme américain, est-ce que tous les Africains sont musulmans? Donc la question est économique. Politique. Et l'économie, c'est malheureusement est tombée entre les mains de l'impérialisme occidental. Ce que j'aimerais que les gens réfléchissent, c'est de trouver la solution pour comprendre comment ce phénomène a été transféré et comment nous libérer. C'est vrai que moi je vais acheter ce livre, je ne vais pas le lire. J'ai trop mal au cœur, je connais, j'ai fréquenté des Africains. Mais je vais l'offrir. Et aussi pour encourager l'écriture. C'est pour l'offrir à d'autres. Puisque... D'accord? Donc moi ce que j'aimerais comprendre, pourquoi est-ce que ces choses-là sont tombées entre les mains de l'Occident et pourquoi les Français, les Anglais, et je reviendrai à propos de la querelle Italie-France, dont j'ai failli oublier, maintenant ils nous disent, attention les Chinois. Je dis, que peuvent faire de pire les Chinois que vous, les Occidentaux? Et peut-être que vous êtes en train de dire la vérité. Mais moi, je n'ai jamais appris à chanter la Marseillaise. Pourquoi? Parce que celui qui voulait me l'enseigner, c'est celui qui a mis mon père en prison, qui le mettait en prison et qui m'a donné des coups de pied aux fesses. Donc, quand je suis allé étudier en Italie, on me dit, tu ne sais pas chanter la Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire. J'ai dit, mais ça dépend de quelle source il a coulé dans mon oreille. Ce sont un peu qui abreuve le sillon. Donc, la question, je le dis, bon, je coupe, je commence à m'ennuyer. Alors là, les autres. Alors là, les autres. Je reviens à l'Italie. Et ce qui se passe entre l'Italie et la France. Ça nous ramène peut-être à un siècle, un peu plus d'un siècle avant, quand les Occidentaux ont décidé de partager le monde. Hein? Je dis pas, c'est bien après l'invasion d'Amérique, etc. Je dis, pour arriver à la guerre impérialiste de la Première Guerre mondiale. Ils sont partagés, ça à toi, ça à moi, ça à moi, ça à moi. Et les Italiens sont retrouvés, en fin de compte, juste avec l'Éthiopie et la Libye. Mais même ça, on ne leur a pas foutu la paix. On ne leur a pas dit, allez, prenez votre morceau, celui-là, contentez-vous de Brorosco. Non. Et
Et après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a dit ni Éthiopie, ni Libye. Et ensuite, c'est dégagé, et il y a eu la guerre d'Algérie. Avant la guerre d'Algérie, il y a eu le coup d'État contre Mossadegh en Iran. L'Iran qui avait osé nationaliser son pétrole. La CIA et toute la réaction mondiale ont fait ce qu'ils ont fait à Allende, ce qui se prépare pour le Venezuela maintenant. Donc les Italiens, ils ont fait quand même quelque chose vers les années 1956, je crois, ou 57. Oui, je vais finir. Enrico Mattei a créé l'INI, la Sonatrach italienne, et il a fini par être tué par le service secret français. Maintenant, pourquoi l'Italie se réveille? Et parce que dit aux Français, pourquoi nous, on n'a pas la possibilité de couvrir le déficit à 3% dans le... Eh bien voilà. Permettez-nous, ce n'est pas pour les Africains qui le font. Permettez-nous d'avoir ce déficit et on se tait. Vous avez les moyens eh ben, de le faire parce que vous pillez l'Afrique. Donc si eux pouvaient piller l'Afrique comme la France, ils n'auraient rien dit. Si le pillage de l'Afrique par la France ne les gênait pas sur le budget, ils n'auraient rien dit. L'histoire se répète encore. Et il faut comprendre que nous sommes toujours les dindons de la farce. On nous instrumentalise. Je m'excuse de vous avoir embêté. Que vous dire, monsieur? C'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire quand on y réfléchit comme ça. Mais moi, je suis naïve et je suis optimiste. Je suis d'un optimisme infaillible, à toute épreuve. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et je continuerai à y croire. Je crois en la fable du colibri. Je crois que chacun de nous doit faire sa part. Et je rejoins, même si Hussein ne l'a pas vu se réaliser, mais je crois à ce qu'il disait. Il a dit une fois, et cette phrase m'avait marqué, il ne faut jamais désespérer de voir se réaliser un jour un idéal de justice. Je l'ai dit une fois à une amie, elle m'a dit « Oh, mais Malèche, il y a cru jusqu'à présent. » Et moi, je suis comme ça. Je crois qu'on peut changer les choses. Peut-être que c'est sûr que je vais crever sans que ça se réalise. Mais je suis comme ça. C'est de la naïveté peut-être de ma part. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que tout ce que je peux faire, c'est ma plume, c'est écrire. Je le fais et je continue à espérer. Et peut-être, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Nous sommes tous comme vous, c'est pour ça qu'on est là. Eh bien, alors tant mieux, vous me redonnez espoir alors. Parce qu'à un certain moment, j'avais le moral qui... Ah là, il faut secouer. D'accord. Quand tout semble perdu, il nous reste l'espoir. Voilà. Moi, je veux parler un peu de littérature, hein, de votre roman. Il y a le titre qui m'interpelle beaucoup, l'Odyssée africaine. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il s'agit d'une littérature migrante ou d'une littérature migratoire? Et la deuxième question, si c'est l'une ou l'autre, quelle est sa place dans le paysage littéraire? Merci beaucoup. C'est une thèse. C'est un titre de thèse. C'est le genre de questions que j'appréhende parce que je ne suis pas justement littéraire. Je n'ai pas fait de formation littéraire. Je suis mathématicienne. Donc la dernière fois, on m'avait parlé dans un café littéraire, on m'avait parlé de mort de l'auteur et sincèrement, je n'ai pas su répondre. C'est ce genre de questions.
qu'il faut poser peut-être à un docteur en littérature ou quelqu'un qui a fait cette spécialité-là. Je ne sais pas quoi vous répondre, sincèrement. J'ai écrit ce livre. Pardon, une question très simple. Hein. Est-ce que vous écrivez en migration ou bien vous écrivez la migration? J'écris la souffrance de la migration, la souffrance de ces migrants. C'est à l'échelle humaine. Voilà. J'écris la souffrance, le calvaire de ces migrants, tel que je le vois, tel que je le vis. Voilà. Une question. Bien sûr. Bonjour madame, soyez la bienvenue parmi nous. Donc deux questions. La première, vous avez dit qu'il faut régulariser la situation des migrants. Nous ne sommes pas réguliers dans notre pays. Nous manquons bien sûr, oui. Les ingénieurs sont au chômage. Comment voulez-vous un ingénieur africain? Je ne suis pas raciste du tout. Alors là, je ne suis pas du tout raciste. Comment voulez-vous un ingénieur africain vient ici trouver du boulot alors qu'un ingénieur de chez nous qui traîne dehors? Comment ça? La deuxième question, on parle beaucoup de l'immigration clandestine alors qu'on parle beaucoup de l'immigration clandestine alors qu'on oublie presque l'autre immigration, la fuite des cerveaux. Alors, est-ce que vous pouvez donner une petite analyse là-dessus? Merci. Vous savez, moi les migrants que j'ai vus quand j'étais à Tarnasset, dans ce que monsieur a appelé Gatalwed ou Wed Tarnasset, il y a une placette où d'ailleurs les subsahariens l'appellent l'Alouette. L'Oued, ils l'ont traduit par. Donc ils se mettent là-bas avec leur, comment on appelle ça, leurs écuelles de maçon, leur petit matériel de maçon, la petite bassine. Je parlais de ces migrants-là. Je ne parlais pas des ingénieurs ou des médecins. Donc j'ai dit. L'ingénieur qui était cadre. Oui, mais elle travaillait. C'est la fuite des cerveaux. D'accord. Oui, oui, mais moi, quand j'ai parlé de régularisation, je parlais de ces gens-là. C'est-à-dire de ces gens-là voilà, c'est des milliers qui sont là, qui sont des maçons, qui peuvent être des cueilleurs. Vous allez acheter 1 kilo de tomates et 100 dinars, et quand vous demandez pourquoi elle est si chère, il vous dit parce que personne ne veut cueillir les tomates. Voilà. Bon, personne ne veut. Je parlais de. Il faut des gens produire pour cueillir. Il faut des gens produire. Bon, maintenant, apparemment, il y a beaucoup de gens, si, croyez-moi, vous allez dans certaines wilayas, ça commence à revenir, il y a beaucoup de gens qui produisent et qui ont du mal à écouler leurs marchandises parce que personne ne veut venir les aider à cueillir, sincèrement, et essayer de... J'ai vu ça à la boîte, à Biskra, à Edouard, il y a beaucoup de gens, surtout les cultures maraîchères. Donc je parlais, si vous voulez, pour les petits métiers. Vous prenez un Algérien qui a un niveau de terminale, il refuse d'aller travailler dans un champ. Pourquoi? Parce que lui, il n'est même pas bachelier, parce qu'il a un certificat de terminale. Donc je parlais spécialement de ces gens-là, pas des... Maintenant, pour la fuite des cerveaux, moi ça me fait mal au cœur. Moi, quand je vois, moi j'ai de ma famille, j'ai des amis, quand je vois moi un médecin spécialiste qui a étudié ici avec notre argent, qui a été formé ici, et puis après qui part travailler là-bas, moi je vous assure que j'ai mal. Mais qu'est-ce que... Mais on ne peut pas les empêcher non plus. Ils veulent une vie meilleure. Moi, j'aimerais bien leur dire, restez dans votre pays, essayez. Je le dis parfois, une fois je l'ai dit même à une jeune fille qui m'a dit, dès que j'ai mon diplôme, je me calme. Mais je lui ai dit, pourquoi tu t'en vas? Tu peux rester ici et faire changer les choses. Pourquoi vous n'essayez pas de faire les choses, de faire changer les choses? Mais c'est leur droit. Qu'est-ce que vous voulez? Ils aspirent, ils pensent qu'ils vont être meilleurs là-bas, qu'ils vont avoir une meilleure vie.
C'est le mal-être. Mais voilà, il n'y a rien ici. Moi, je le vois avec mes enfants. Mes enfants, Dieu merci, j'ai pu leur transmettre cette envie de rester ici dans leur pays. Ils n'ont nullement envie d'aller ailleurs. Mais je vois qu'ils galèrent. Je vois que ce n'est pas facile. Même à Alger, je suis à Alger, il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. C'est la mal-vie, c'est le mal-être, c'est le... Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je reviens. Je vais essayer d'être bref de toute manière. Moi, je pense que le livre, à mon avis, il devrait rester dans le contexte des migrants subsahariens qui transitent par notre pays et que nous maltraitons par notre bêtise, par notre racisme, qu'on ne peut même pas mettre ces mots, parce qu'en Algérien on lui dit vous êtes raciste, il vous dit mais non, je ne suis pas raciste, il ne sait même pas ce que c'est. Et il vous dit non, je ne suis pas raciste, mais les Noirs ils ne devraient pas venir chez nous, c'est comme ça. Donc cet aspect-là dans le livre, je trouve qu'il est intéressant. Mais la migration fait partie de la condition humaine. Depuis que l'homme est homme, il a migré. Lucie, là, dont on parle, une des ancêtres de l'humanité, elle s'est mise debout, elle a migré, elle a longé la côte africaine, et elle a traversé, elle était en Europe. Et si la migration, il n'y aurait pas eu l'Amérique, c'est impérialiste, c'est vrai. Donc, ça, personne ne peut dans les religions, dans les textes les plus anciens, l'islam, il est né suite à la migration du prophète de la Mecque, les Hijra. Les Hijra, c'est la migration. Tout à fait. Donc on ne peut pas condamner ça, on ne peut pas dire c'est la faute. Ça fait partie de la condition humaine. Même si on est très bien dans un endroit, il y a un moment, on a envie de changer d'air, de partir. Quand on a de l'argent, très bien, on monte dans un avion. Sinon, on paye des passeurs et c'est comme ça. Par contre, la dimension, notre racisme envers ces gens qui veulent aller ailleurs, les oiseaux migrateurs, ils sont quand même, on est censé être plus intelligents qu'eux. Eux, ils migrent, nous, pourquoi nous migrons pas? Voilà, donc je crois que le haraga, ce n'est pas économique. Le haraga, les jeunes Algériens qui foutent le camp en Europe, c'est pas économique. Hein. Ils vont chercher autre chose, je sais pas, ils vont chercher des filles, ils vont chercher... Ici, imagine qu'à Marseille, les filles, ça ramasse à l'appel. C'est comme ça. C'est même pas l'argent, parce que l'argent, il leur faut beaucoup d'argent déjà pour payer les passeurs. Merci. Merci à vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Si vous permettez, je vais vous lire juste pour corroborer ce que vous venez de dire. Permettez, non, l'Odyssée. Juste ce que j'ai dit en épilogue, les dernières phrases, c'est exactement ce que vous venez de dire. Il est vain, illusoire de vouloir interdire aux hommes de se déplacer à leur guise sur la terre de Dieu. Ces hommes qui ont de tout temps éprouvé le besoin irrésistible de découvrir le monde pour le connaître et se connaître, qui ont toujours ressenti ce désir éperdu, propre à leur race, d'un lendemain meilleur et qui ont constamment eu cette envie irrépressible d'aller au-delà des frontières et malgré les dangers, appréhender l'ailleurs. Jamais aucune barrière ni aucun mur ne pourront empêcher les migrants africains d'aller vers cette Europe, objet de leurs rêves les plus fous, qui les faisaient fantasmer alors qu'ils se trouvaient encore dans le ventre de leur mère. Bon, donc je suis complètement d'accord, on m'a toujours voulu, mais ce qui est malheureux, c'est vrai, c'est l'objet de ce livre, et c'est de ça que j'aurais voulu parler, c'est de notre comportement, de notre racisme, de ce que nous n'avons pas fait, ce que nous ne faisons pas, ce que nous ne disons pas, c'est ce que je dénonce. Mais d'une autre part, le problème des haragas est un problème parce qu'ils sont en train de périr en mer. Voilà, c'est ça, c'est maintenant que ça devient un problème. S'ils partaient, et qu'ils ne crevaient pas, enfin qu'ils ne mourraient pas en mer, donc, mais le problème c'est qu'ils sont en train de mourir par dizaines en mer. Ils partent en famille maintenant. Hein? Ils partent en famille. En famille, oui, en famille, exactement, avec des bébés, avec des... En famille, c'est la nouvelle tendance. Voilà, c'est
j'ai une petite brèche. La première fois, vous parlez et vous accusez toujours, c'est tout le monde qui accuse l'Occident, qu'il est toujours la cause de notre sous-développement. Mais qu'il y a des pays qui ont été, par exemple, détruits complètement et se sont reconstruits dans un temps rapide et se sont développés. Parce que le problème, il n'est pas dans nos sociétés, c'est-à-dire nos sociétés africaines qui ont beaucoup de problèmes à l'intérieur et qui ne veulent pas se développer à une vitesse assez rapide et trouvent des excuses comme ça. Elles veulent s'émigrer, aller ailleurs chez des gens qui ont fait leur pays. Ensuite, est-ce que le côté oriental n'a pas mis les bâtons dans les roues pour le développement des pays africains et surtout nord-africains, soit par la religion ou par la propagande de la culture arabe et la langue arabe, depuis l'indépendance, que nous souffrons de cette falsification d'identité. Nous sommes restés des Arabes, je pense jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que lorsqu'on voit dans la télévision, on est arabe, on est ça, on est ça, on est ça. Ce n'est pas dans un point raciste. Oui. Nous sommes maintenant, soi-disant, dans la constitution arabe et amazigh, nous vivons ensemble. Mais ça a pris du temps pour arracher le bonheur des Algériens, parce qu'en majorité, ce sont des berbères. Parce que ce conflit culturel et identitaire et je ne sais pas, colonisateur, etc., nous ont mis dans cette situation actuelle. Et merci. Pour la première phrase, la première question, pardon, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que le colonisateur, quand il est venu chez nous, ou quand il est venu en